Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu facecam, et ça va pas être la seule vu que maintenant j'arrive à dégager un peu de temps libre. Cette vidéo, on va essayer d'en faire quelque chose de positif, parce qu'effectivement, en ce moment, ça fait longtemps qu'on parle de ban, de cartes déséquilibrées, qui apportent pas forcément grand chose au format. Là, on va plutôt parler des designs que j'aime bien, et que j'aimerais bien voir mis aussi un peu plus en avant. Sans transition, j'aimerais vous parler des mana rock à 3. Alors pas ceux qui stabilisent votre mana base ou qui vous donnent 2 mana incolores, non. Je parle de cette nouvelle vague de cailloux à 3, ceux qui sont aussi intéressants en milieu et en fin de game. Les cartes de rampe avec une valeur de mana de 2 sont souvent bien plus optimisées, notamment si votre commandant coûte 4 par exemple. Cependant, elles ont le sérieux désavantage de devenir des cartes mortes après le 5e ou 6e tour de la partie. Les artefacts de rampe à 3, en revanche, offrent souvent des effets supplémentaires, qui peuvent s'avérer très utiles. Alors quand je dis qu'ils sont intéressants au milieu et en fin de partie, en réalité c'est plus compliqué que ça. Certains d'entre eux doivent être joués tôt pour avoir un effet très impactant un peu plus tard. Vous connaissez sûrement l'horloge de minuit qui, après 3 tours de table en commandeur, vous permet de vous refaire votre main. On peut également évoquer le casse-tête agaçant qui vous permet de tutoriser directement sur le champ de bataille n'importe quel artefact de votre deck, ou encore le terrible sablier des égarés qui ramène en jeu depuis le cimetière plusieurs permanents avec la même valeur en mana. Il y a aussi la fonderie du faussaire qui n'a même pas besoin d'être sacrifiée pour vous permettre de rejouer tous les rituels éphémères qu'elle aura auparavant exilés. Il existe aussi d'excellents mana rock à 3 qui sont orientés vers des stratégies spécifiques. Vous avez peut-être déjà rencontré le flambeau des sentinelles pour les decks Planeswalker, la crypte surpeuplée dans les decks aristocrates, la bannière héraldique et l'icône du progéniteur dans n'importe quel deck tribal, et la baguette de l'âme du monde qui brille dans les jeux jetons ou Go Wild. Le réfracteur de panorama est également un banger si vous jouez autour de terrains spécifiques comme le coffre de la coterie ou Nykthos. Cependant, il existe des mana rock plus génériques et moins conditionnels, comme le bâton de parachèvement et le miroir maudit, qui possède une polyvalence exceptionnelle, ou encore le poteau indicateur fallacieux, qui est l'un de mes préférés pour voler des parties. Pour la suite, j'aimerais vous parler des landes utilitaires. Vous n'êtes pas sans savoir que Magic a plutôt un gros problème comparé au nouveau TCG. Plus de 35% des cartes que vous jouez dans votre deck sont des cartes qu'on dit non actives. Récemment, on a eu les nouveaux MDFC de Modern Horizon 3, qui apportent quand même un gros vent de fraîcheur et qui nous permettent de faire plein de choses, et surtout qui rendent ces cartes inactives, actives. C'est un design que j'aimerais voir de plus en plus, voire même renforcé. Avant tout, il faut que vous sachiez ce que j'appelle landes utilitaires. Pour moi, c'est les landes qui ont des capacités de mana autres que de la production en elle-même. Ainsi, j'ai tendance à écarter les cartes comme Coffre de la Coterie par exemple. Les plus connus sont sans doute la Tour du Reliquaire, qui ne permet de plus avoir de limite de cartes en main, et Bojuka Bob, qui permet d'exiler un cimetière et produit aussi du mana coloré. Et ça, c'est quelque chose de relativement rare. En tout cas, avant la première vague de MDFC de Zendika Rising. Ces landes sont selon moi la première étape vers la fin du mana flood, permettant à une grande partie de votre mana base d'être des cartes actives. Glacier de Ségérie et Renaissance de Malakir sont par exemple des incontournables niveau protection dans leurs couleurs respectives. Mais il y a aussi Florédron enchevêtré et Récupération de Balaged qui font partie de beaucoup de mes mana bases vertes. Mais je peux aussi évoquer les landes de Kamigawa Neon Dynasty qui sont aujourd'hui des incontournables dans plusieurs formats compétitifs, même si je regrette qu'ils ne soient pas plus accessibles financièrement. Depuis quelques temps, je me réjouis de la présence de terrains avec un potentiel de design plus profond. La porte au noir me rappelle un peu Shizo, et les jeux Voltron vont vraiment en profiter. Mais il y a une extension qui a changé la donne, et c'est bien Modern Horizon 3. Comme je le disais, il y a l'ensemble des nouvelles MDFC qui, pour la plupart, peuvent arriver dégagées et qui sont vraiment polyvalentes dans leur effet. L'Enchantress Outeuse est un disenchant sur une créature qui adore se faire blink, sombrer dans la stupeur peut servir de bounce ou de pseudo-contre, anéantir les profanes est un removal en éphémère, Éruption morceleuse libère le passage et Disciple de Faelise sera facilement abusé grâce à sa capacité et son type elfe. L'édition nous a aussi apporté des cartes très diverses, comme la carrière de l'Azotep, le palais englouti, les porte-serres de Madara ou les sleeves changeantes, qui offrent toutes des applications variées. J'espère sincèrement que Wizard continuera sur cette lancée, sans aller vers un power creep trop excessif. Mécaniquement, cela rendra le jeu moins figé et les parties plus dynamiques, d'autant qu'il reste un grand espace de design concernant les terrains. Attention cependant à ce que le vert n'en profite pas trop, car oui, continuer sur cette lancée demandera aussi au jeu de s'adapter en éditant des removals polyvalents pouvant gérer les terrains, peu dans le genre de trophée de l'assassin. Pour le suite, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle les finishers et autres sorts de gestion conditionnels. Par conditionnel, j'entends qu'ils synergisent avec votre deck ou l'archétype de votre deck. Je trouve que c'est des designs intéressants, et ça pour plusieurs raisons. C'est déjà parce qu'ils évitent de créer des staples au sein des formats. Alors qu'est-ce que j'entends par staple? Ce sont des cartes génériques qui sont jouées dans tous les decks dont
l'identité de couleur peut se le permettre, et qui ont tendance à valoir plutôt cher. Si un de ces sorts est conditionnel, il va être jouable que dans un de ces archétypes, et donc forcément être moins recherché. L'autre intérêt de ces cartes exigeantes en building, c'est qu'elles vont récompenser les bons builders. Quand on parle de cartes synergiques, on fait référence à des cartes qui nécessitent un soutien dans le deck, mais qui produisent souvent des effets très impactants. Par exemple, il existe de nombreuses grâces unilatérales, mais sous certaines conditions. Pour respecter ces conditions, il faut souvent bien maîtriser la construction de son deck. Par exemple, rester groupé pour exprimer son plein potentiel nous demandera d'avoir un groupe complet, afin de prendre l'ascendant sur les adversaires. Un verdict accablant brillera particulièrement avec un commandant qui donne des marqueurs à chaque créature, ou avec des créatures qui se nourrissent elles-mêmes en marqueurs. Un autre intérêt de ce genre de cartes, c'est qu'elles sont souvent une identité très marquée, et qu'on ne les voit pas souvent. Et c'est un peu ce que j'attends d'une partie de Commander. Je suis un peu lassé de devoir interagir toujours avec les mêmes toxiques du déluge et autres Cyclonic Rift. On peut même trouver des alternatives aux fameux Crater Behemoth, et je pense par exemple à l'éveilleur à cyberréacteur, qui va transformer vos artefacts en caca de vol, idéal dans un deck token artefact. Ou encore Varesh l'enchevêtreur de trésors qui va transformer tous vos indices en 6/6. Mais les finishers circonstanciels ne sont pas légion, et j'aimerais bien que ça se développe. D'ailleurs je parle de finisher, mais c'est quelque chose que j'apprécie aussi pour d'autres effets utilitaires, comme le ramp, la pioche, la récursion et la protection. L'idée principale est de mettre en valeur les decks pour leur aspect synergique, et les joueurs pour leur capacité de pilotage. À mon sens c'est en partie comme ça que l'on peut s'enorgueillir de prendre l'avantage et de remporter la victoire. Parce que bon, 10 000 étouffante, Restic Study... Voilà quoi. Pour la suite de cette vidéo, j'aimerais faire un effet de zoom sur le rouge. Le rouge est ce qu'on appelle aujourd'hui le canard boiteux du format Commander. Alors auparavant on le mettait côte à côte avec le blanc, mais cette dernière couleur commence à bien piocher, commence à ramper des terrains, ça commence vraiment à être une couleur qui a vraiment beaucoup d'armes. Le rouge quant à lui a du mal à tirer son épingle du jeu. Et pour tirer son épingle du jeu en Commander, il faut pouvoir faire deux choses. Tout d'abord du card advantage, et c'est un truc que le rouge commence à faire à peu près correctement à travers l'Impulse Draw. La seconde chose à savoir faire en Commander pour arriver à tirer son épingle du jeu, c'est ramper. Et ça, le rouge le fait pas très bien. Et ça pourrait tout à fait prendre la forme aussi d'Impulse Ramp, c'est-à-dire du mana flottant à utiliser immédiatement. Le rouge produit déjà pas mal de mana flottant, ce qui en fait un pilier de l'archétype Storm. Vous êtes sûrement déjà confronté à la volonté de JSK ou Geyser en mana. Dans un autre genre, il y a Urabrask et Birgit, déesse des comptes, mais j'aimerais bien que le rouge puisse ramper en s'émancipant du Storm justement. Le design que je connais, qui va le plus dans ce sens, c'est Neheb l'Éternel. Ramper en fonction des blessures infligées est quelque chose qui va particulièrement bien au rouge selon moi, et ce serait vraiment intéressant de renforcer cette mécanique. La grande seigneur de guerre Radha avait aussi une chouette mécanique que j'aimerais bien voir sortir du vert. On pourrait tout à fait imaginer des créatures qui produisent du mana après avoir infligé des blessures, à condition bien sûr qu'elles permettent de le conserver entre les phases. L'autre aspect que j'aimerais voir arriver chez le rouge, ce sont des contres. Oui, car ça fait quelques années que la Color Pie sort un peu de ses carcans, et permet à plusieurs couleurs de faire des choses auxquelles n'avaient pas vraiment accès auparavant. Les contres seraient une arme qui reste super bien en rouge selon moi. Et il y a deux raisons principales à cela. D'abord, les contres sont des armes très polyvalentes, qui donnent un atout démesuré au bleu, qui est déjà la couleur principale pour la pioche. Ouvrir les contres à une autre couleur permettrait d'équilibrer un peu plus la Color Pie. Et j'ai choisi le rouge par élimination, car il existe des contres conditionnels dans plus ou moins toutes les couleurs, mais c'est le rouge qui en a selon moi le plus besoin. Cette couleur sait infliger des dégâts directs, et c'est censé être sa plus grande force. Mais comme le jeu a été conçu pour du 1v1 20 points de vie pendant plus de 25 ans, les cartes qui font ce genre d'effet ne sont pas vraiment encore adaptées au format multijoueur. Par contre le vert, lui, il remplit pioche plutôt facilement, le bleu, il pioche, il se protège, le blanc fait de la gestion du board et commence même à piocher et à ramper facilement, et le noir, lui, tutor et fait presque tout auprès de quelques sacrifices. Mais le rouge est selon moi à la ramasse. Puis quand je parle de contre pour le rouge, je pense à des contres conditionnels ou chaotiques. Rien vraiment à la mesure du bleu. Un petit peu à l'image de la tromperie selon Tibalt par exemple. Ou pourquoi pas une version modernisée d'influence en fusion. On pourrait imaginer un contre qui serait efficace uniquement contre les couleurs ennemies du rouge, une sorte de Pyroslave amélioré, ou un compte type négation mais qui demande de se défausser d'une carte au hasard. Bref, le champ des possibles est large pour développer cette couleur dans le format, et ce sont ces axes qui me font le plus envie. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, il va y en avoir d'autres dans pas longtemps. Si vous aussi vous avez des designs que vous aimeriez bien voir rehausser un petit peu dans le jeu, et ben n'hésitez pas à en parler en commentaire. D'ici là, on se voit bientôt, je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de manades, c'était le Pince-Crâne. Salut! Eh attends, avant de transplaner, tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire s'il te plaît. Puis si t'as kiffé la vidéo, il y a de grandes chances que celle-là elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil hein.